Voilà 10 ans jour pour jour que le charbon a cessé d'être exploité. Dernière mine en activité, la Houve. Nous plongerons dans nos archives pour revivre cette journée. Nous assisterons aussi à la remontée de la Sainte-Barbe qui, selon la tradition, marque la fermeture d'un puits de mine. Alfred Olzac, ancien responsable de la communication à Charbonnage de France-Lorraine, sera avec nous en plateau pour répondre à toutes nos questions. Enfin, on se rendra au siège de la Houve 2 avec un ancien mineur pour une séquence souvenir. Bienvenue dans cette édition du mercredi 23 avril 2014, une édition spéciale puisqu'il y a 10 ans, jour pour jour, se fermait la dernière mine de charbon de France. Il s'agit de celle de la Houve à Creutzwald qui clôt un peu moins de 3 siècles d'exploitation. Quelques dates, l'histoire industrielle du charbon a démarré en 1720, elle s'est achevée dans le Nord-Pas-de-Calais en 1990, en Centre-Midi en 2003 et donc en Lorraine le 23 avril 2004. Le dernier bloc de houille noire a été symboliquement extrait à cette date, donnant le coup d'envoi à 3 jours d'hommage à la mine et aux mineurs. Une journée d'émotion avant la fin définitive que je vous propose de revivre en plongeant dans nos archives. La mine de charbon de la Houve ne tourne plus depuis le 8 avril dernier. Mais c'est aujourd'hui que symboliquement les mineurs ont extrait le dernier bout de charbon français. Les mineurs ont terminé leur travail, ils sont désormais face à leur histoire. C'est important parce que c'est quand même le dernier. On perd beaucoup de camarades, on va changer de boulot. C'est important, ça fait un petit passement au cœur quand même. C'est un travail assez dur, mais bon, 21 ans, on a l'habitude, on est habitué. Ça va nous manquer beaucoup, surtout les camarades, l'ambiance. Les premiers mois, ça va être très dur. Avant de chercher un autre travail et de laisser derrière eux leur histoire, les derniers mineurs lorrains et à travers eux toute une profession ont droit à un dernier hommage. Pour marquer ce moment fort du patrimoine lorrain et de la France industrielle, Charbonnage de France a choisi de célébrer des hommes et un métier. Par des discours bien sûr, mais surtout par une exposition et un spectacle. Il va y avoir une partie officielle, le discours bien entendu, et ensuite il y a quelque chose qui est extrêmement rare, parce que je crois qu'il n'y a aucune entreprise qui ait jamais fait ça, c'est un spectacle qui sera un hommage à la corporation minière. C'est un spectacle monté, joué par les mineurs et les enfants de mineurs. Donc c'est à eux de s'exprimer, c'est eux qui pourront s'exprimer au-delà de tout ce que l'on peut dire comme paroles officielles, qui sont parfois des paroles convenues. Je crois que le spectacle sera la partie de très loin la plus intéressante, qui pourra faire sentir l'émotion que tout le monde partage. Avant le début du spectacle, les officiels, avec à leur tête Patrick Devedjian, ministre chargé de l'Industrie, se succèdent afin d'admirer l'exposition, puis se pressent sous le chapiteau géant mis en place pour la cérémonie, alors qu'en coulisses, chacun se prépare à son rôle. Il est temps de procéder aux dernières retouches. Le spectacle retracera l'histoire du charbon et des hommes, une histoire de plusieurs siècles, avec comme fil conducteur un homme du futur plutôt curieux face aux mines abandonnées. À redécouvrir que le charbon existait très longtemps auparavant, et ils vont être très surpris par tout ce qui se sont passés, ils vont redécouvrir l'histoire du charbon. Ça, c'est l'histoire de la comédie. Pendant ce temps, à tour de rôle sur l'estrade, les officiels essayent avec plus ou moins de facilité de retracer l'histoire de la mine et de rendre hommage à une profession et à des hommes. Et ce soir, ce n'est pas la fête, c'est de l'hommage, de l'émotion, du recueillement, de la tristesse probablement, des regrets sûrement, des protestations peut-être, mais finalement au-delà de tout ça, de nos différences, de nos divergences parfois, il y a 2 mots qui peuvent nous réunir. Ces 2 mots, ce sont respect, reconnaissance. Après les discours, place au spectacle. À travers une dizaine de tableaux, la centaine de comédiens, tous bénévoles, et pour beaucoup d'entre eux anciens mineurs, racontent le charbon, les hommes et la vie. Dans ce spectacle, hommes et charbon sont liés. Les danses, les chants, les scènes jouées évoquent à tour de rôle la préhistoire, le Moyen-Âge, les premiers puits, les guerres, les accidents, les grèves, les joies et les peines, les crises pétrolières, les innovations, la vie de tous les jours, l'avenir et surtout la fin d'une épopée, celle du charbon. Et pour continuer d'en parler, j'accueille sur ce plateau Alfred Olzac, ancien responsable de la communication à Charbonnage de France-Lorraine. Bonjour. Bonjour. Alors vous y étiez lors de cette dernière journée. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors moi j'y étais, donc effectivement c'est une journée particulière, 23 avril 2004, remontée symbolique de la dernière tonne de charbon de France. Et donc c'est une journée d'hommage, notamment donc à tous les mineurs qui étaient encore présents et à toutes ces générations de mineurs qui se sont suivis dans les différents puits, bien sûr de Lorraine, mais aussi de France. Donc c'était un bel hommage que tout le monde a pu rendre à cette grande famille de mineurs.
Alors vous avez participé à l'organisation de plusieurs fermetures d'ailleurs de ces mines. Alors, ça suscitait beaucoup d'intérêt auprès des journalistes. énormément. Donc je peux vraiment j'étais surpris par cet engouement, on peut le dire comme ça, puisque je me suis occupé, nous étions un service de communication, on avait chacun un peu nos responsabilités pour gérer au mieux ces grands événements. Moi j'étais en contact avec la presse et je peux dire qu'on a eu des demandes de journalistes, bon, bien sûr de la région, c'est bien compréhensible, mais également de la BBC, on avait également la RAI, on avait la télévision russe qui s'intéressait à ce qui se passait ici dans ces terres lorraines. Alors l'ambiance, elle était comment? Est-ce que c'était de la tristesse? Alors, je peux te dire, avec le recul, c'était donc à la fois de la tristesse, beaucoup d'émotions, c'est clair, beaucoup de fierté également. La fierté d'avoir fait un métier dur, difficile, et donc tout ça a été mélangé avec tout de suite derrière une grande part de nostalgie également. Alors quelles raisons ont concrètement poussé à la fermeture? Alors on va dire que c'était un choix d'État. Donc la décision a été prise notamment en 1994. Pour faire un peu d'histoire, il y a eu donc un accord qui a été signé, ça s'appelle le pacte charbonnier, qui prévoyait donc un arrêt de l'exploitation du charbon français à l'horizon 2005. C'était une décision, un choix. On a dit ok, le charbon français est trop cher par rapport à d'autres sources énergétiques, du charbon importé notamment. Et on a le nucléaire, donc on fait un choix, on dit on arrête d'exploiter le charbon en France, mais on le fait de manière raisonnée et organisée en ayant suffisamment de temps pour s'occuper des hommes, des mineurs, pour s'occuper des installations minières et pour s'occuper également de la reconversion économique des bassins houillers en France. D'ailleurs, ça a été programmé à peu près combien de temps en amont? Donc vraiment l'élément c'était à peu près une dizaine d'années avant cet horizon donc de 2005, avant cette échéance de 2005, avec un repli progressif pour que les choses se fassent le mieux possible. Alors la réaction des mineurs quand on leur a annoncé la fermeture, ça a été quoi? Alors bien sûr c'est une incompréhension dans un premier temps. Il y a eu un certain nombre de luttes syndicales donc pour s'opposer à ces décisions, mais après je pense qu'il y a eu une grande part d'explication et les gens se sont inscrits un peu dans ces perspectives, à contre-cœur bien entendu, mais comme il y avait eu quand même un accompagnement, un volet social d'accompagnement très très important, y compris donc pour trouver de bonnes solutions professionnelles aux plus jeunes de l'entreprise. Il y a un certain nombre de mineurs qui ont fait d'autres carrières ailleurs, à l'extérieur de l'entreprise, et donc ça a été quand même relativement bien compris. Alors moi j'ai lu qu'il pouvait y avoir jusqu'à encore 50 ans d'exploitation. La population, qu'est-ce qu'elle en a pensé aussi de la fermeture? Alors pour la population, on va dire la mine, c'est une grande famille, donc il y a bien sûr les mineurs qui sont au fond dans les chantiers, mais il y a également ceux qui habitent dans les villes, dans les communes. Alors c'est sûr que ça crée quand même, c'est quand même pas une décision facile de l'accepter avec gaieté de cœur, bien entendu. Mais après, il faut parfois se rendre à des évidences économiques et faire au mieux. Alors aujourd'hui, que sont devenues toutes les galeries qui étaient exploitées? Donc c'était le dernier travail, on va dire les derniers mineurs, après avoir remonté le dernier bloc de charbon. Donc la mission c'était de fermer correctement les différentes installations minières, de les mettre en sécurité, c'était l'appellation adaptée, et donc remonter ce qui pouvait encore être remonté et fermer, donc obturer les différents puits et démonter ce qui n'avait plus de raison d'être. Ça, c'est les mineurs qui ont continué à travailler après la fermeture finalement. Tout à fait. Après la fermeture, après la remontée du charbon, eh bien, il fallait s'occuper de mettre en sécurité toutes ces installations, de les obturer correctement, pour que maintenant ces anciens sites miniers puissent avoir une autre vie sans se préoccuper un peu de ce qui se passait avant. Quand vous dites obturer, c'est quoi? C'est que ça a été inondé? Alors les puits ont été physiquement obturés, c'est-à-dire on les a bouchés avec des matériaux divers, mais également avec des dalles en surface pour que les choses se passent de la manière la plus sûre possible. À quoi ressemble le siège de la Houve 2? Pour le savoir, nous avons souhaité nous y rendre avec un ancien mineur, Robert Delaméa, qui a travaillé pendant 27 ans au fond. Alors bien sûr, ça a beaucoup changé, tout a été fermé, rasé. Impossible pour nous malheureusement de nous rendre sur les lieux. Cela n'a pas empêché notre ancien mineur de se remémorer
souvenirs. Il n'y est revenu qu'une fois ou deux depuis la fermeture des mines. Il était au micro de Christophe Ladenberg. Quelque part ici, j'ai passé 27 ans de ma vie et voir qu'il n'y a plus rien alors qu'on a fait des choses extraordinaires. On a travaillé, j'ai travaillé ici avec beaucoup de collègues et ne plus rien voir, franchement, ça fait mal au cœur. C'est quelque chose qui me laisse vraiment aujourd'hui un pincement fort. Et à penser à tous les gens qui ont laissé leur vie ici, au fond, qu'on ne voit plus rien, même pas une petite stèle, c'est malheureux aujourd'hui. La Houve, vous savez, c'était une république. On appelait la République de la Houve parce qu'on était séparés du bassin Forbach-Merlebach. C'était une république à part. Et puis, il y a eu une grosse bataille à la Houve, c'est la modernisation des matériaux au fond. On a toujours été innovateur au niveau des machines de creusement, de la haveuse Electra 2000 qui a été conçue pour la Houve, pour le bassin houiller. Et donc, quelque part, on a été précurseur de beaucoup de choses. On a fait des records ici de production sur une journée. On a fait des records au traçage sur je crois que c'était passé 500 mètres en un mois au niveau du mineur continu. Donc il y avait vraiment une envie d'aller plus loin et dans la modernisation. La solidarité, il ne faut pas l'oublier, c'est le maître mot au fond de la mine. On était vraiment tous solidaires l'un de l'autre et on ne laissait jamais quelqu'un sur le chemin. Les mineurs, on le sait, on ne travaillait jamais seul et sans les copains, sans les camarades, on était rien. Le mineur, c'est solidarité et ensemble aller au bout des choses. Je regrette beaucoup parce qu'on a quand même marqué l'image française. On a quand même arrêté la dernière mine de France. On a fait le dernier charbon qui se faisait sous terre français. Donc, ne plus rien voir par rapport à cette époque. Il y a 10 ans, on en a fait un événement mondial. Et aujourd'hui, on ne peut même pas venir voir ce qui se passe parce que, en fin de compte, il n'y a plus rien. On ne peut même plus en parler de la Houve. La Houve est effacée. Et ici, il n'y a rien qui marque qu'on a fermé le 23 avril 2004. Alors 10 ans après, que la ville n'en parle pas, que les médias n'en parlent pas, ça veut dire qu'on a vite oublié une aventure, mais d'un siècle de bataille. Le charbon, après-guerre, a relancé quand même beaucoup de choses, a relancé la France. C'est De Gaulle qui disait vous êtes le premier ouvrier de France, vous mineurs, vous avez relancé la France. Et aujourd'hui, on l'oublie. On est le 23, 10 ans après. Plus personne n'en parle. Est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas, je comprends pas. Alors je dirais un gros glügauf à tous les mineurs et surtout les mineurs de la Houve qui ont terminé avec moi et puis tous ceux qui sont partis aujourd'hui qu'on a oubliés. Voilà, glügauf à tout le monde. Comment est-ce que vous réagissez à ce que vous venez d'entendre sur le fait qu'il n'y ait pas eu de commémoration pour ces 10 ans? Alors effectivement, on peut sans doute le regretter un peu, mais je pense que c'est l'histoire qui est ainsi. Les années passent, les souvenirs s'estompent. Là, je salue l'initiative de TV8 de donner ce coup de projecteur sur cette grande aventure minière, mais les choses sont ainsi. Alors, qui décide des chevalements qui restent et de ce que deviennent finalement ces lieux? Alors tout dépend des cas de figure. Il y a un certain nombre de chevalements qui ont été classés, monuments historiques. On prend l'exemple du puits de Cuvelette, le puits de Cuvelette Sud en béton, le puits de Sainte-Fontaine également. Et ensuite, c'est à la main notamment des communes qui avaient la possibilité donc, de se rendre acquéreurs des différents chevalements. On a l'exemple de Forbach ou de Petite Rosselle, où là, le site du carreau Vindel est maintenant considéré comme musée, donc c'est un patrimoine qui est classé. Et c'est-à-dire qu'à terme, il ne restera que quelques vestiges de ci, de là, de cette histoire? Je pense que ce qui est actuellement debout devrait encore le rester un certain nombre d'années. Alors, est-ce que finalement, on doit considérer tous ces terrains comme une richesse qui vont devenir, ma foi, des projets parfois passionnants? Ou alors, au contraire, des choses un petit peu embarrassantes, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas trop ce que ça va devenir? Non, je pense que l'essentiel, la mission, justement, c'était de rendre les terrains disponibles pour une nouvelle activité. Donc, on tourne un page du charbon, mais ces terrains doivent pouvoir servir à autre chose.
On a l'exemple effectivement sur Petite Recelle, donc c'est devenu carreau de la mine, le carreau Vindel, un souvenir au patrimoine. Mais on a également sur Porcelette, par exemple, l'ancien site de Vernejoul qui est devenu maintenant une zone d'activité qui s'appelle le Composite Park. On a des projets sur Forbach. Voilà, donc l'ancien parc à bois sur Forbach est devenu maintenant l'Eurozone. Donc voilà, c'est une reconversion d'un ancien site minier pour de nouvelles activités. Reste-t-il encore des problèmes d'après-mine à régler? Alors là, je n'ai pas trop d'informations techniques puisque je ne suis plus directement au contact de ce genre de dossier, mais en fait, tout a été mis en place pour que les choses soient complètement gérées, et notamment il y a une structure qui est installée sur Merlebach qui dépend donc du BRGM qui est chargé du suivi technique de ce qu'on appelle l'après-mine. Alors si on devait faire le point sur toutes ces années d'exploitation de la mine, finalement, qu'est-ce qu'on doit en garder? Parce que c'était quand même un métier qui était difficile, ça tout le monde le sait. D'un côté, c'est resté quand même quelque chose d'assez monumental dans l'esprit des gens. Ah, tout à fait. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul, un peu de hauteur pour regarder ça à l'échelle de ce qu'on appelle le bassin houiller-lorrain ou la Moselle-Est actuellement. Si on fait un petit retour en arrière il y a 2-3 siècles, eh bien, toute cette région, c'était une région essentiellement agricole. Un jour, on a découvert le charbon, on a décidé de l'exploiter, de le valoriser. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance quand même de bénéficier d'infrastructures, de communes, d'autoroutes, de tout un environnement économique qui existe encore aujourd'hui et qui est le fruit un peu de ces années de développement économique et industriel dans cette région. Il en découle encore des jolies choses, a priori. Ah bah, je pense que l'histoire, je le souhaite, j'ai un tempérament un peu optimiste, donc j'espère que toutes ces années, ces belles années d'innovation et d'effort et de créativité, eh bien, ça va encore perdurer dans les années qui viennent. Et quelque part, on peut dire que dans les gènes des enfants des mineurs, eh bien, il reste encore cette notion du travail, de la solidarité, de l'innovation, et tout ça, ça peut encore servir au développement économique de la région. Vous avez des exemples de développement? Alors bon, on peut se poser la question. On a un exemple qui me vient un peu à l'esprit. Là, actuellement, on commémore donc les 10 ans de la houve, mais en 1994, eh bien, on a annoncé l'implantation de l'usine Smart à Hambach. Et je pense que si les investisseurs de Smart sont venus à Hambach il y a une vingtaine d'années, donc en 1994, ils ont fait ce choix de la Moselle-Est, c'est que quelque part, ils avaient ici un environnement économique de qualité, y compris dans les compétences du personnel qui est installé ici, et que quelque part, c'est l'esprit des mineurs y est peut-être pour quelque chose. Et le gaz de houille, alors est-ce que ça pourrait être le futur tremplin? Alors bon, je pense que là, il y a également quelque chose à regarder de très très près, et c'est quand même également une ressource que nous avons ici sous nos pieds. C'est également un gaz de houille qui a été longtemps exploité également, qui a été valorisé par les Charbonnages de France. Donc il y a eu une exploitation, une valorisation, et donc on a cette ressource. Alors bien sûr, il y a des questions qui se posent, comment on va l'exploiter, en sécurité, ainsi de suite, mais je pense qu'il faut vraiment regarder ça avec intérêt. Et ça peut quand même être une piste de développement pour notre région tout assez intéressante. Avez-vous un dernier mot à rajouter avant de clore ce chapitre? Alors moi, je voulais surtout vous remercier, vous, donc TV8, d'avoir donné ce coup de projecteur sur ces belles années minières, de rendre hommage également au travers de vos reportages à toutes ces corporations, à tous ces mineurs. Et bon, à titre personnel, je voulais saluer donc tous ces anciens mineurs par un Glück auf cordial. Merci à vous. En tout cas, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Plongeons à nouveau dans nos archives avec une autre cérémonie ô combien symbolique, la remontée de la Sainte-Barbe, l'occasion d'une dernière descente pour les ouvriers du puits de la Houve avant la condamnation définitive des galeries. Cérémonie qu'ont suivi nos journalistes Frédéric Buridan et Roger Chevalerias. C'était le 5 décembre 2006. Donc cet appareil, vous allez l'avoir à la ceinture du côté droit. Pensez-y que tout le monde le mette du même côté. Dernière consigne pour dernière descente, un adieu à celui qui en avril 2004 a donné sa dernière tonne de charbon à la France. Le puits Cap de la Houve à Creutzwald dès le 12 décembre sera ennoyé. Aujourd'hui, c'est la fin de l'exor, l'arrêt des pompages qui maintenait les galeries en état.
Ok, ça c'est la lampe à Monsieur Michalski. Il y en a un qui descend pas, il me semble. Dernier passage à la lampisterie pour s'accrocher la lampe au casque avant la descente. Un passage sur les pas de plusieurs milliers de mineurs qui chaque jour effectuèrent ce rituel jusqu'en 2004. Plus d'une centaine de millions de tonnes de charbon ont été extraites en une centaine d'années au siège de la houve. La descente approche, direction les entrailles de la Terre à moins 500 mètres. Après vous, caméra Edmond. Comment bon, il y a le temps. Non, il y a les caméras. Moins 500 mètres, quelques mineurs sont présents, ils préparent la fin de l'exor, l'arrêt du pompage qui maintenait les galeries en état, la nappe phréatique va remonter, les galeries seront noyées. Une page d'histoire se tourne avec la fin de l'exor, une page d'histoire et de nombreux souvenirs toujours présents. La houve, c'était une entité assez particulière dans le bassin parce que c'était un gisement qui était plus pauvre que les gisements de Merlebach et de Forbach. Donc il fallait s'étendre pas mal à l'horizontale, comme on a exploité surtout dans les dernières années uniquement 2 couches. Donc il fallait pas mal s'étendre. On a pu mettre en place des équipements modernes un peu avant les autres sièges du bassin. Et donc on est arrivé, il y avait donc des niveaux de production qui étaient assez importants sur la houve. On a battu des records, notamment en matière de creusement, mais en matière aussi de production journalière. Les gens de la houve avaient été très attachés à ce genre de performance et ils voulaient démontrer tout leur savoir-faire. Les mineurs ont toujours eu besoin d'un challenge pour faire avancer les choses. Aussi bien les houviens que les merlebachois, les forbachois. On n'a jamais été aussi performants que quand on avait un challenge bien défini, où chacun savait ce qu'il devait faire et où au final, on avait quelque chose à gagner. Et là, on arrive à faire avancer nos équipes. Et on est content d'ailleurs de ça. Dernière visite, on se souvient de l'activité. Les galeries revivent un dernier instant. Ici, il y a 10-15 ans, effectivement, il y avait beaucoup de circulation et pas mal de locomotives, comme vous en avez croisé là, qui circulaient ici tout autour du puits pour amener le personnel, pour amener le matériel jusque dans les chantiers. Mais là, nous sommes vraiment autour du puits, donc il n'y avait pas d'activité de production proprement dite. Combien de locomotives par jour à peu près ça devait... Voilà, on avait des locomotives à diesel, comme vous en avez croisé là, et le principal trafic était par des locomotives électriques. Électrique, effectivement, il y avait un trolley. Effectivement, là au-dessus de nous, il y avait un trolley. Et donc les trains circulaient ici avec comme chargement le charbon qui était exploité dans nos chantiers. Ils allaient le prendre là-bas et le ramener ici. Ils le ramenaient au niveau du puits. Là-bas, les berlines étaient culbutées, mises dans un silo. Le charbon était mis en silo. Et ensuite, il était chargé dans des skips qui étaient remontés au jour jusque là-bas. Au fond de la mine, le poste central, un local qui était climatisé à l'époque. Dans ce local, 9 ordinateurs géraient l'aiguillage du transport des différents trains circulant dans les galeries. Aujourd'hui, la Sainte-Barbe y est présente. Elle attend de remonter à son tour le 11 décembre. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir dans cette pièce ? Eh bien, beaucoup d'émotions, parce qu'on se souvient de notre passé, des camarades, du travail, des missions qu'on avait à accomplir, et de voir que tout ça a disparu, quoi. Ça nous touche. Pendant ce temps, les ouvriers s'activent à la fermeture du barrage. Ils construisent un mur. L'eau mettra 30 jours à envahir les galeries. Une page de l'industrie lorraine se tourne. L'arrêt officiel de l'exor, quant à lui, aura lieu le 11 décembre. La Sainte-Barbe sera remontée à cet effet. Et Daniel Cadou, le président directeur général de Charbonnage de France, la remettra au maire de Creutzwald. Progressivement, au bout de 3 à 4 mois, tout l'étage. Puis, au bout de 3 ans, la mine sera remplie d'eau. On remonte, dernière corbeille pour les journalistes. Et puis nous, on attend le 11 pour faire notre dernière cordée. D'abord avec la cage et la Sainte-Barbe. Et après, quand on a déséquipé la cage et les câbles d'équilibre, avec le CUFA. On montera donc 3 abouts par CUFA. Et on fera 2 tours avec les mécaniciens. On sera 6 à remonter. Ce sera le lundi soir. On voit les parpaings, c'est... Ouais. C'est fini, ouais, voilà, c'est muré. Il n'y a plus que du souvenir. Que du souvenir qui nous reste. Et un peu de larmes. Une page de l'industrie lorraine se tourne. L'arrêt officiel de l'exor, quant à lui, aura lieu le 11 décembre. La Sainte-Barbe sera remontée à cet effet. Et Daniel Cadou, le président directeur général de Charbonnage de France, la remettra au maire de Creutzwald.